Restons bien concentrés, ouvrons bien les yeux, parce qu'il reste 4 matchs. 4 matchs, 12 petits points avant la fin de cette Ligue 1. C'est très, très simple la situation, faut pas l'expliquer, de 1000 manières. Entre Marseille et Strasbourg, qui sont respectivement deuxième et septième, il y a 4 petits points d'écart. Ceci n'est pas une blague, il y a 6 équipes qui se jouent à 4 points d'écart. En bas du tableau, entre Reims et Saint-Étienne, il y a 5 points d'écart avec, Toulouse peut-être ici, qui pourrait également stresser, on en parlera. Une folie furieuse, 12 petits points, vous vous rendez compte à quel point le classement que nous avons sous les yeux évolue, j'ai l'impression, chaque semaine. En vrai, ce serait très, très drôle que quelqu'un m'indique en commentaire le classement qui a pu évoluer, ces 3-4 dernières journées parce que je pense que tout le monde a un petit peu changé de place. Et je vous propose aujourd'hui, comme d'habitude, comme chaque vendredi, de nous retrouver pour parler de cette journée de Ligue 1, la 31e, plus que 4 journées. Voilà, je ne vais pas épiloguer davantage. Parlons-en de tout ça. Autant vous dire que chaque match, chaque journée jusqu'à la fin est d'une importance cruciale, mais par rapport à d'autres saisons, on avait surtout des matchs importants pour certains clubs. Là, je trouve que quasiment tout le championnat français, quasiment toutes les équipes ont des matchs importants, à l'exception par exemple de Rennes, Auxerre par exemple. Bref, on en reparlera. Écoutez, je vous souhaite comme d'habitude un excellent week-end. Prenez soin de vous. Je sais que certains m'écoutent au travail, machin, à l'école, pendant les transports, etc. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à laisser un like, ça m'aide beaucoup. Vous le savez très très bien. Et on va commencer directement avec ce match entre PSG et Nice. Ouais, voilà, je tourne cette vidéo relativement tard également. J'ai pas trop le temps malheureusement de tourner un peu plus tôt. C'est pas grave, c'est comme ça. Et ce match-là entre le PSG et Nice, c'est vraiment vraiment super important. Bon, vous en doutez les gars. Vous connaissez, si vous me suivez un peu sur cette chaîne, on parle un petit peu beaucoup du PSG, donc vous connaissez très bien mon avis là-dessus. Il y a plein de vidéos qui en parlent. Nice, j'ai déjà parlé de cette équipe-là, et pour Nice, évidemment, c'est un match extrêmement crucial parce qu'avec 51 points, il y a quand même une petite détachement qui a été fait. Il faut gagner. Il faut gagner au Parc des Princes pour essayer de raccrocher un peu, même si évidemment, c'est le déplacement à Paris, probablement le déplacement le plus dur sur une saison pour n'importe quelle équipe française. Mais il y a un mais qu'on a évoqué, et voilà, si vous avez vu notamment ma vidéo de débrief de Nantes PSG, le stress, l'inquiétude n'est pas de mon côté. Je ne vais pas vendre ceci si je ne crois pas tout simplement, même si factuellement, de manière très objective, oui, il y a un PSG un peu moins flamboyant que celui qu'on a vu ces derniers temps. Et j'ai vu que vous étiez relativement d'accord avec les propos que j'ai pu tenir, dans le sens où nous parlons d'une fin de saison, nous parlons d'un championnat déjà remporté par le PSG. Bien sûr qu'il y a cet objectif, ce rêve un petit peu, parce que ça n'a jamais été fait, d'être invaincu. Maintenant, disons que je ne vais pas en vouloir outre mesure, je vais pas être dans la surdramatisation parce que tu fais un match, bon, contre le Havre qui n'est peut-être pas le meilleur, avec une compo vraiment très, très turnover, on le sait bien. Mayoulou et Mbaye ont été titulaires. Un match nul, contre, Nantes où tu fais une première période qui est relativement, très correcte, où tu concèdes rien du tout, donc voilà, mais toujours ce relâchement, un PSG qui clairement, j'allais dire court moins, oui, et surtout l'intensité mise dans ces matchs-là, on la voit, elle est, réellement moindre. Maintenant, soyons très, très clairs, ce n'est pas parce que on voit un PSG qui est vraiment énormément dans la gestion, que c'est un PSG qui a perdu son niveau, je ne sais pas quoi, machin, même si il y a des performances individuelles de certains qu'on peut évoquer. Bon, on en reviendra, d'accord les gars, je vais pas faire une allonge de plusieurs mots. Si vous voulez mon avis complet sur ça, je vous invite à aller voir ma vidéo après Nantes PSG où j'ai titré ça comment je sens ce PSG-là, un truc comme ça, avant le match face à Arsenal. Bon, Nice, pas du tout la même optique, hein, du coup, vis-à-vis du PSG-là. On est vraiment sur un PSG qui, de manière factuelle, attend le grand moment. Bon, les grands moments de cette fin de saison, il y en a pas des milliards. Il reste quelques matchs pour toutes les équipes. Le PSG, il reste uniquement la Ligue des Champions, d'extrêmement important avant la toute fin de saison où il y aura la finale de la Coupe de France. Mais à part ça, il y a quelques matchs de Ligue 1 à considérer, et cetera. Bon, c'est pas le cas pour Nice qui doit absolument avoir des points, comme on l'a dit. Il y a eu 2 sorties, alors, celle contre Strasbourg, ils étaient très bons, hein, honnêtement. Un Nice qui s'est généré des occasions, et cetera, qui a vraiment, vraiment bien mérité, je pense, de marquer à la toute dernière seconde, sur, corner, il me semble, avec une passe de Klose, et un match remporté, face à Angers 2-1. Un peu stressant, 2-1, tu te dis: «Ouh là là, attention, il y avait 2-0, 2-1, est-ce que tu peux retomber?» Bon, dans les faits, les gars, Nice a été très largement au-dessus de ce genre de match-là. Toujours une équipe qui peut être un peu vulnérable, je te dirais, dans le dos. Bon, dans les faits, ça reste une équipe qui, on le sait, Nice est très, très fort offensivement. Et au Parc des Princes, la physionomie qu'on va s'attendre comme d'habitude, c'est surtout un PSG qui aura normalement le ballon. Un Nice qui va essayer d'agir uniquement en attaque rapide, en contre, probablement. Un Nice qui, je le rappelle, n'a pas perdu face à Paris. C'est une des
rare équipe, qui n'a pas perdu cette saison face à Paris et ce qui est très drôle, Nantes n'avait jamais perdu, n'avait pas perdu cette saison face à Paris. Ils ont fait match nul. Nice n'avait pas perdu. Je pense qu'il y a également Auxerre, que le PSG va bientôt affronter, qui n'a pas perdu. Reims en finale de Coupe de France, que le PSG n'a également pas battu cette saison, donc assez spécial. Il reste, une puissance offensive assez énorme, hein, de la part de du gym, on le sait très, très bien. Également beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualité, globale. Boudaoui, par exemple, un peu irrégulier, mais quand il est bon, il est très, 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 très bon, hein. On l'a notamment revu, face à Angers. Ouais, c'est clairement un des matchs les plus importants pour, Nice sur cette fin de saison et ça va être un match, je pense, relativement compliqué face à un PSG qui peut normalement, évidemment, gagner ce match-là. Dans l'absolu, les gars, soyons clairs, le PSG évidemment favori, il y a pas de débat là-dessus. Maintenant, bon, peut-on s'imaginer un PSG qui a un turnover? Évidemment, surtout avant Arsenal. Peut-on imaginer un PSG qui va pas non plus débourser 200 de son énergie parce que ça reste un match de Ligue 1 et la Ligue 1 est déjà remportée et en plus tu es au Parc des Princes, donc tu peux un petit peu, on va dire, «jouer moindre» entre guillemets puisque tu es à la maison, dans le sens où tu es plus confiant à la maison, tu comprends un petit peu l'idée, je pense. Ouais, bon, je crois toujours en cette invincibilité parisienne et je pense que Nice peut faire tomber, Paris, OK. À l'extérieur, il faudrait vraiment beaucoup de circonstances parce qu'on sait quand même qu'on est sur un Paris cette saison qui certes, parfois n'arrive pas à tenir un score, mais sait très bien remonter les scores et on l'a vu beaucoup de fois cette saison. Paris a déjà concédé l'ouverture du score à peu près tout le temps, même tout le temps. Paris est revenu et je pense que si on est dans une situation où Nice ouvre le score, il y a 1-0 et que le temps avance, on verra normalement un Paris qui va vraiment, vraiment, vraiment monter en gamme, monter en niveau, monter en intensité et essayer de faire chuter, le gym, du mieux que possible. Ça va être un match très, très intéressant à analyser parce que, des gens se posaient la question, ces derniers temps. Les 4 prochains matchs du PSG, c'est Nice, c'est Arsenal évidemment, le déplacement à la Méno et Arsenal. Sur ces 4 matchs, combien de matchs voyez-vous remportés par le PSG? Je vous invite à me je vous pose, la question. N'hésitez pas à me dire, sur les 4 prochains matchs, combien voyez-vous, de matchs remportés par Paris? Honnêtement, c'est assez dur. Je pense que Paris peut ne pas en perdre, mais en gagner par exemple 2. Par exemple 2 matchs nuls et 2 victoires. Si match nul il y aurait, alors ce serait probablement un des 2 Arsenal et peut-être un Strasbourg ou peut-être un face à Nice. Tu vois? Un petit peu un truc comme ça. Donc les gars, je vais quand même dire que je sens une victoire parisienne, mais vis-à-vis des dernières sorties, je peux comprendre, voilà, on n'est pas, les plus confiants. Ça reste un pari qui pourrait élever son niveau de jeu et je pense que Nice est une équipe suffisamment dangereuse et vraiment à considérer pour que le PSG joue un niveau, je ne sais pas s'il y aura une intensité exceptionnelle, mais normalement une intensité plus élevée et un respect du jeu plus important que, voilà, face à Nantes et cetera, où on était beaucoup plus dans la gestion, dans le contrôle et tu t'endors un petit peu et tu perds ton match. Attention, il faudrait quand même bien préparer Arsenal, on le sait bien, gagner, c'est toujours mieux pour la confiance. Nice veut des points. Je vais dire, une victoire ici du PSG à 60-40, hein. Je vais pas monter l'habitude tous les matchs du PSG, je mets tout en haut, mais là je vais mettre, du 60-40. Je vais vraiment, vraiment être mesuré là-dessus. Je vous montre quand même pour la forme évidemment que le PSG est la meilleure équipe de France à domicile avec 0 défaite quand même, en Ligue 1 évidemment. Ils en ont perdu en Ligue des Champions, on s'en souvient, catastrophe, hein, tellement triste face à l'Atlético et à Liverpool notamment, hein, vraiment terrible. Et Nice, c'est quand même une équipe qui se déplace bien, même si sincèrement, elle préfère recevoir. Il y a 5 victoires, 5 nuls, 5 défaites pour Nice. Donc, je te dirais comme ça, pour conclure, le nul, je peux y croire en fonction de tout ce qu'on a dit vis-à-vis de Paris, surtout avant la Ligue des Champions, et la motivation de Nice. Le nul, je peux y croire. La victoire de Nice, je me dirais, il faudrait vraiment des circonstances de fou. Pour moi, c'est relativement faible. Et la victoire parisienne aurait une certaine logique, mais je ne sais pas s'il y aura un score de fou furieux non plus. Nice n'a pas perdu à la maison chez eux. On verra bien au Parc des Princes. Vous me dites en commentaire, ça a fait une longue, longue, longue tirade pour ce match-là, mais très, très intéressant. On sera peut-être en live, je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr de faire un live d'avant-match. On verra bien. Si jamais vous aurez le live indiqué. Mais sinon, passez une très très bonne soirée tout simplement. Et on parlera évidemment lors du débrief de ce très beau PSG Nice. Eh bien franchement, c'est je pense un des matchs les plus intéressants de cette fin de saison qui a une importance absolument formidable pour les 2 clubs. Strasbourg joue la Ligue des Champions avec 51 points. Il faudrait vraiment gagner contre Saint-Etienne pour se mettre bien. Et Saint-Etienne, après un match que j'insiste là-dessus, vraiment héroïque, parce qu'on a beaucoup parlé lors du derby entre Saint et Lyon, cette question d'arbitrage, cette question voilà, de polémique, le match a été arrêté, etc. Mais n'oublions pas d'indiquer, comme je l'évoquais dans ma vidéo, que vous pouvez voir, elle a été sortie après le match, après le derby. Saint a notamment fait une première période de très très grande qualité. Et en fait, on est sur un Saint-Étienne qui, de toute façon, ces derniers temps, montre une équipe qui n'a peut-être pas les résultats. Par contre, au niveau des intentions de jeu, au niveau de la volonté mise sur un terrain, bon, actuellement, elle est vraiment
très, très, très bonne là-dessus, cette équipe-là. Elle est très courageuse et c'était très beau. La première mi-temps qu'ils te font face à Lyon, moi, je dis bravo les mecs, c'était très, très bien. Bon, le truc, c'est que tu vas te déplacer à Strasbourg et voilà, la semaine dernière, j'étais à peu près juste sur la plupart de mes prédictions, mais j'avais vu potentiellement Strasbourg perdre. Pourquoi pas 1-0 face à Monaco, mais Strasbourg n'a pas perdu. Et donc, Strasbourg est encore une équipe invaincue. Qu'est-ce qui est quoi? C'est allô? C'est quand que cette équipe va perdre un match? Je sais pas. Regardez-moi ça, s'il vous plaît, la dernière défaite du RCSA en Ligue 1, c'était le 2 février. Depuis, il y a quasiment que des victoires et cette fois-ci de nuls, de nuls. Alors, ils ont failli gagner contre Nice. Ils se sont fait égaliser à la dernière seconde de manière assez logique aussi et un match nul face à Monaco 0-0. Match relativement fermé, hein, soyons honnêtes. Peut-être que Monaco aurait pu faire pencher la balance, mais comme d'habitude, on a un Petrovic en fait qui est, l'homme de la saison côté Strasbourg à 100 même plus que Santos. On parle beaucoup de Santos, oui, bien sûr, mais les gars, si Strasbourg a énormément de points, je vais pas dire que c'est Petrovic à 99, mais Petrovic, je pense que sur les 51 points de Strasbourg, il en a peut-être 12 ou 15. Alors je grossis à fond le trait, mais il est juste légendaire. Il est légendaire. Sur FotMob, je sais pas trop s'il a des bonnes notes. Enfin, oui, c'est ridicule. 9-1 ici, 8-5, 8-2. Alors voilà, ne vous fiez pas forcément aux notes de FotMob, mais selon la data, c'est le gardien qui sauve le plus de buts à son équipe. Et franchement, c'est clair, il est trop, trop, trop décisif. Donc oui, pour les Stéphanois, on va être très clair. J'ai confiance en cette équipe de réaliser encore un match satisfaisant et tout. Maintenant, j'ai peur d'une chose, c'est qu'on sait, on le sait, hein, c'est pas moi qui l'invente. Saint-Étienne est une équipe depuis Orneland, ok, depuis leur nouvel entraîneur. C'est une équipe qui est beaucoup plus dans l'idée d'être proactive, qui est beaucoup plus dans cette idée de faire le jeu et de se proposer à ouvrir un jeu. Par exemple, regardez, on regarde contre Lyon, on regarde par exemple contre Brest et on regarde ben, même contre le PSG. Quand on voit la possession, notamment en première période, bon, il y a 50-50. Généralement, une équipe qui joue le maintien, elle est beaucoup plus en mode je mets le bus, je presse pas et je vais essayer de contrer. Contre Brest, c'est même Strasbourg qui a la possession, c'est même Saint-Étienne qui a la possession. Et même face au PSG, équipe qui peut avoir des matchs à 80% de possession, voire plus. Saint-Étienne, notamment en première période, ils avaient 50-50% de possession face au PSG. Donc, c'est une équipe de Saint-Étienne qui aime faire le jeu. Le gros problème, c'est que Strasbourg n'aime pas du tout faire le jeu. Et les physionomies des matchs, il faut les comprendre. Une équipe de Saint-Étienne qui va faire le jeu face à une équipe de Strasbourg qui, même à la maison, parce qu'elle fait comme ça, elle ne fait pas le jeu, elle cherche uniquement la rapidité, la vitesse, les espaces et les contres. Ça peut puer un petit peu pour Saint-Étienne. Honnêtement, c'est un petit peu ce que j'ai dit face à Lyon. Alors, j'avais tourné ma prédiction avant le fameux et dramatique Manchester-Lyon. J'avais imaginé en fait un Saint-Étienne qui marquerait face à Lyon, mais qui pourrait se prendre beaucoup de buts. Par exemple, un score comme 4-2 pour Lyon, ça m'aurait semblé OK. Actuellement, il y a eu un Lyon complètement absent en première où Saint-Étienne a vraiment été excellent et un Lyon meilleur, on va dire, en seconde, mais un Saint-Étienne qui, cette fois-ci, a accepté de ne pas avoir le ballon avec très peu de ballons et beaucoup de contres et ça marchait notamment avec Stassin à un moment, avec des récup. Bon, je suis assez perplexe. Je vous indique quand même, voilà, je vous montre si ça vous intéresse. Saint-Étienne, évidemment, se déplace très mal, on le sait, cette saison en Ligue 1 avec une seule victoire malheureusement pour eux. Et Strasbourg, vous le savez très très bien, je pense, c'est la meilleure équipe de France à domicile, hors PSG. Au niveau des défaites, il n'y en a qu'une seule. Et c'est très compliqué de battre Strasbourg, je pense, à la Méno. C'est un peu terrible parce que la dynamique de Saint-Étienne, pour moi, est bonne. Les intentions de jeu sont bonnes, mais là, j'ai un peu peur que Strasbourg douche un peu froidement Saint-Etienne. En fait, vous voyez le scénario. Saint-Étienne est beau, ça produit, il y a le ballon, Petrovic les arrêts, un peu comme ce qu'on voit tout le temps, en fait. Strasbourg gagne des points, c'est pas tant qu'ils sont waouh, choquants, machin. Ils sont juste extrêmement réalistes à un point tel que ça fait limite peur. Il y a des snipers devant, ils marquent limite à chaque tir. Et Petrovic, c'est une muraille, c'est la muraille de SNK, tu vois un petit peu l'idée. Ben, je pense vraiment qu'on peut vivre ça pour Saint-Étienne. Une équipe qui va jouer, qui va faire du truc, qui va se faire avoir dans le dos, parce qu'on sait quand même que la défense de Saint-Étienne peut avoir du mal. Et donc, je te dirais quand même une victoire de Strasbourg ici. Alors, je vais monter à 65, mais il peut y avoir beaucoup de buts dans ce match-là. Vraiment beaucoup de buts. Les matchs de Saint-Étienne, généralement, il peut vraiment, vraiment y avoir beaucoup de buts, même si ce Strasbourg, c'est plutôt l'inverse. Nous verrons bien. Euh, Est-ce que Saint-Étienne peut vraiment le faire? En fait, vis-à-vis de la dynamique que j'imagine, non. Si Saint-Étienne ferme le jeu, je sais pas vraiment, joue bloc bas et va essayer de contrer, pourquoi pas. Mais s'ils font le jeu, ça me paraît quand même dur de contenir les attaquants strasbourgeois qui sont très très chauds, on le sait bien. Je vais dire 65-35 ici pour Strasbourg, ça va être un vrai vrai beau match extrêmement crucial pour les deux équipes. Ouïe, 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 ouïe. Là, on a un match vraiment vraiment intéressant. En fait, ce match-là, il est, vous savez, typiquement ce qu'on dit pour les grosses équipes. Regarde ta fin de saison, il y a des matchs entre guillemets abordables, mais en fin de saison, tu vas jouer contre des équipes qui doivent absolument survivre. Ce Havre, Monaco, c'est exactement un match comme ça. Monaco,
troisième de Ligue 1. 54 points, plutôt en ballottage favorable pour être en Ligue des Champions. Le Havre a absolument besoin de points. C'est barragiste, avec 27 points, t'es pas du tout garanti de te maintenir. Et en fait, ce qui est très compliqué, c'est de savoir qui mentalement sera le plus au point. Le Havre, j'ai pas de doute quant au fait que mentalement, ils vont se donner. Le truc, c'est que ces Havrais peuvent être vraiment vaillants, machin, etc. Une équipe qui a un potentiel offensif, on va dire limité, mais qui a des séquences avec beaucoup de réalisme en ce moment qui leur permet de marquer. On a vu un match voilà, au Parc des Princes, évidemment, c'est contre le PSG, même si c'est un PSG très remanié. C'était dur hein, pour les Havrais, bien sûr. Alors, ok, tu as notamment Georges Gelin qui s'est rattrapé, hein, parce qu'il n'avait pas fait du tout un bon match face à Rennes, qui a fait un gros match, hein, factuellement. Je pense que sans Georges Gelin, ça peut être très, très douloureux pour eux. Soumaré, qui a vraiment fait un bon match pour le coup contre Paris, a marqué. Une équipe havraise qui se base vraiment beaucoup sur, on va dire, cette capacité à contrer, je trouve qu'il compte plutôt bien, et un Touré, même s'il n'a pas été au mieux face à Paris, un Touré qui est très important. Bon, maintenant, soyons très, très clairs, je l'ai souvent répété, oui, Monaco hors Paris, c'est l'équipe toujours en Ligue 1 qui fournit le jeu le plus important, le plus gros volume d'occasion, et cetera, machin. C'est une équipe qui a eu des résultats très disparates ces derniers temps, vraiment très, des hauts et des bas, beaucoup de victoires par moment, des défaites un peu frustrantes. Ici, tu as eu une défaite, à Brest, tu gagnes 3-0 face à Marseille, nul, très frustrant face à Strasbourg, ou peut-être que tu dis: «Plus de précision, tu aurais peut-être pu gagner». Donc c'est très compliqué vraiment d'analyser en fait ce match-là entre Le Havre et Monaco. Maintenant les gars, et aussi de manière logique, on me dira: «Oui, mais regarde Coro, Le Havre face au PSG au Parc des Princes, ça allait quand même». Notons que c'était un PSG qui avait vraiment fait beaucoup tourner, limite une équipe C, un PSG qui était déjà champion. Là, on aura normalement Monaco avec le couteau entre les dents, vous avez compris un petit peu l'idée. Vis-à-vis de la puissance monégasque, je suis quand même obligé de voir Monaco favori vraiment sur ce match-là. Vainqueur probablement, honnêtement, j'y crois. Alors, je vais pas monter, sur du 95-5, je vais pas abuser non plus. Par contre, je suis sur du 70-30, 75-25 grand max, preuve que j'y crois quand même un peu, pour Le Havre, même si pour une raison qui m'échappe, et je sais qu'il y a des Havrais, qui m'écoutent, n'hésitez pas à me le dire. Mais pourquoi Le Havre ne gagne pas à domicile? Ça, je ne comprends pas. Enfin, il y a 3 victoires du Havre au stade Océane. Je ne comprends vraiment pas. Vraiment, j'insiste là-dessus, je ne comprends pas. Et bon, voilà, on sait quand même que Monaco, bah, c'est une équipe qui se déplace, OK. Elle a quand même, voilà, perdu, pas mal de fois à l'extérieur. C'est vrai, avec 6 défaites, faudrait me moi, je me souviens plus trop des défaites. Peut-être contre des grosses équipes. Donc, OK, Monaco se déplace, peut-être pas au mieux, surtout à domicile où ils sont très, 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 très bons, on le sait pour le coup. Mon feeling, c'est quand même Monaco. Bon, partons du principe d'une chose, si Le Havre sort un résultat sur ce match-là, il faut vraiment des circonstances très, très importantes, comme ils ont pu avoir, dans cette saison, notamment cette fin de saison où ils battent le LOSC, et cetera. Il faudrait qu'un Monaco rate son match, et je vais essayer de vous retrouver, un match, peut-être que ça va vous montrer le parallèle. Vous voyez, par exemple, ce match-là, ça, c'est un match qui a eu lieu en janvier, où Montpellier, évidemment, c'est la pire équipe de France, a gagné face à Monaco, avec des circonstances très particulières où, Montpellier a surtout évidemment contré. Ils ont, réussi à, bah, marquer, 2 buts, et surtout un Monaco qui était très peu, créatif. Voilà, il y avait certes 26 tirs cadrés, 26 tirs, 11 cadrés, mais une seule grosse occasion. Montpellier en avait eu 4. Donc c'était un Monaco clairement ronron, un petit peu. Ouais, on est là, on a de la qualité, mais on tire, on tente, et on n'essaie pas de créer forcément des giga méga grosses situations de but. Vous avez compris un petit peu l'idée? Et il y avait toujours et forcément la question du gardien. Quand le compte te fait 10 arrêts, bon, forcément, c'est beaucoup plus simple aussi de gagner des matchs là. On verra. Si Georges Gelin refait une perf comme au Parc des Princes, ça peut le faire dans les faits. Je pense que les gars, Monaco ne va pas craquer, sur ce match-là en tout cas. C'est juste avant le match contre Lyon, je pense, en plus, je suis pas sûr de ça, on verra bien. Non, peut-être pas. Mais voilà, je vais dire une victoire de Monaco à l'extérieur, à Océane. On va dire du 75-25 pour ce match-là. Ouf, 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 ouf. Waouh, 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 waouh. Ah, ce match-là, il est lourd émotionnellement. Ah, bah, vous le savez, hein, je pense que si vous êtes Rennais, vous pouvez croire en une victoire à Lyon, mais uniquement pour la raison suivante que je vais développer. Enfin, uniquement. Surtout pour cette raison, on ne connaît pas l'état mental de Lyon. Soyons clairs, on a beaucoup parlé de Lyon sur la chaîne ces derniers temps. On fait quand même un suivi sur ce club-là, sur toute la saison. Comment va Lyon émotionnellement? Je ne sais pas. La semaine qui s'est écoulée était, très probablement, oui, la pire semaine de Lyon depuis très longtemps. Certains ont même évoqué la pire semaine de l'histoire de l'Olympique Lyonnais, avec une élimination cataclysmique. Je suis désolé de remuer le couteau dans la plaie, les gars, je suis vraiment désolé. J'ai souffert énormément avec vous, je pense, comme tous les amoureux de football, foot français, et cetera, pour cette élimination face à Manchester, même si voilà, il faut dire bien joué, bravo, et le fair play, vous connaissez. Et un match, face au derby, face à Saint-Étienne lors du derby, absent en première, bien sûr. Seconde, c'était mieux, mais maladroit, bien sûr. Stassin, bien sûr qu'on l'a également évoqué. Le débrief est dispo sur la chaîne. N'hésitez pas à aller le voir, on va pas y revenir.
Comment émotionnellement est ce Lyon? Comment émotionnellement est ce Lyon qui doit absolument gagner? Absolument gagner. Avec 51 points, tu peux te faire distancer par les Lille, par les Monaco, par les Marseille et je pense qu'à l'instant T, je ne sais pas à quel point ton destin est entre les mains, mais tu affrontes Monaco en fin de saison. Marseille et Lille s'affrontent ensemble. Oui, pour moi, c'est toujours faisable que Lyon termine deuxième ou troisième de cette Ligue 1. Pour Rennes, et c'est ça qui peut être intéressant pour les Lyonnais, on parlait de l'aspect psychologique. Alors Rennes a produit des matchs bien plus qualitatifs depuis Bay, sans problème là-dessus, mais avec cette dixième place, avec ces 38 points, soyons très clairs, Rennes ne joue plus rien. C'est terminé. La saison est terminée pour les Rennes. Ok. Il y a eu une très très grosse victoire face au Havre, qualitative, convaincante, et une victoire lors du derby face à Saint où ils étaient plutôt très très bons. Alors il y avait un rouge de Coco forcément, mais évidemment un match très très dominé globalement par les Rennais. Je ne sais même pas s'il y a eu voilà, deux tirs seulement pour les Nantais en première et beaucoup beaucoup de situations pour les Rennais qui restent en fait une équipe avec une force offensive certaine. Truffert d'ailleurs qui avait fait vraiment un gros match là-dessus. Bon, ouais, Lyon se prendre des buts par Rennes, je peux y croire. Honnêtement, je peux y croire. On sait que voilà, cette défense lyonnaise, même si j'ai trouvé honnêtement un match de Lyon à Auxerre, en fait, ça qui est terrible, c'est qu'avant cette semaine calamiteuse, purée, mais le match que les Lyonnais ont sorti à Auxerre, une des confrontations les plus compliquées à l'extérieur, bah, franchement, il fallait les voir. C'était de très, très haut niveau. Même défensivement, il y avait un bloc beaucoup plus compact et aussi qui savait bien ressortir, qui savait un peu mieux presser, même à la perte contre pressing. Si on voit le Lyon d'Auxerre, bon, moi, je suis en mode: «Ouais, Lyon va gagner», si on voit le Lyon d'Auxerre. Mais je ne sais pas, parce que le Lyon qu'on a vu, face à Saint-Étienne, il laisse indiquer vraiment beaucoup, beaucoup de souffrance mentale et on sait que c'est aussi un Lyon qui peut faire une période sur 2. Une période un peu OSEF et une période très qualitative. C'est très compliqué parce que si la dynamique était restée bonne, j'aurais pas trop hésité, j'aurais mis une victoire de Lyon. Il faudrait marquer vite, marquer tôt. En plus, tu reviens à la maison, je pense que tu en as besoin, le déplacement à Manchester, le déplacement à Saint-Étienne, c'est un peu trop traumatisant. Je pense que c'est un peu trop. Tu reviens à la maison pour les Lyonnais, je pense qu'il va y avoir une forte ambiance. Rennes est une équipe qui, on le sait, a eu beaucoup de mal à l'extérieur cette saison. C'est parmi les pires équipes de France, même s'il y a eu pas mal de victoires à l'extérieur sur les derniers matchs. Ok, pas de problème là-dessus. Et Lyon, évidemment, on sait que c'est une équipe qui reçoit plutôt bien. Avec 9 victoires, c'est une des équipes qui a le plus remporté à la maison. Dans les faits et vis-à-vis de l'importance absolument drastique et capitale de la fin de saison pour les Lyonnais, contrairement aux Rennais, je vais les voir remporter et me dire peut-être qu'ils ont un peu remis les pendules à l'heure. Je pense qu'ils ont un petit peu repris le recul sur la situation. C'est aussi des professionnels et tu te dis, bon, tu dois remporter des points, tu dois te remettre bien. Je pense qu'il faut le faire. Dans les faits, d'un point de vue jeu, d'un point de vue football, Lyon me paraît être une équipe plus aboutie aujourd'hui que les Rennais. Malgré une équipe de Rennes qui pourrait marquer, pour moi, Rennes marque à Lyon, je ne suis pas choqué, hein. Un score 3-1, je ne suis pas choqué, même 3-2. 3-2, je ne suis pas choqué du tout, les gars. Je vais dire Lyon sur ce match-là, mais attention, attention, parce que j'ai peur mentalement de voir une équipe lyonnaise, est-ce qu'elle est bonne? C'est surtout ça ma question, parce que là, ça a été très, très compliqué. Si Rennes ouvre le score assez tôt, par exemple, où là, j'ai un peu peur. Par contre, si c'est Lyon, ça peut le faire. Honnêtement, ça peut le faire. Mais je vais dire du 55-45. Je suis pas très confiant. Il y a 2 semaines, ce match-là avait lieu il y a 2 semaines, par exemple, ou après le match face au OSR, j'aurais été confiant. Là, je suis pas confiant. Je vais dire 55-45 pour les Lyonnais ici. Pourquoi pas un match un peu foufou, qui joue un but d'écart? On espère, les gars. Je précise, au cas où, généralement, je fais les débriefs de Lyon. Bon, pas tous, mais là, sur la fin de saison, je le fais. Je ne pense pas en faire ce soir-là parce qu'il y aura également le Classico. Par contre, le Classico Barça-Real. Par contre, je regarderai ce match entre Lyon et Rennes en replay et on en reparlera soit la semaine prochaine, lors des vendredis, ou soit je l'évoquerai en live. N'hésitez pas à passer d'ailleurs. Voilà, voilà. Ouh, ouïe, 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 exactement la même situation pour moi que Le Havre, Monaco, et ben c'est Angers et le LOSC. Très très simple, la situation quasiment identique. Angers, 30 points. Ils doivent se maintenir. Alors, ils ont quand même 3 points de plus que Le Havre et saint mais c'est pas du tout garanti et terminé. Ils ont un bon goal average à noter. Et Lille, alors Lille, c'est vrai qu'on a un peu moins parlé d'eux. On m'a pas mal posé des questions sur Lille ces derniers temps. Ouais, Coro, tu vois un petit peu la remontée lilloise ou quoi? Les gars, on en parle peu, mais en vrai, ouais, pourquoi pas une petite folie pour les Lillois. Je vous rappelle un truc, on en reparlera, hein, mais là, il y a Angers. Si vous suivez un petit peu l'actualité du LOSC, vous savez bien que la semaine prochaine, il y a Marseille. Ouais, Lille a son destin entre ses pieds, clairement, et Lille peut finir en Ligue des Champions. Mais d'abord, il faut essayer de battre Angers. Alors, est-ce que ça va se passer de la meilleure des manières? On sait en plus que Lille, c'est une équipe cette saison qui a perdu des points. Bêtement, on le sait bien. Face à des équipes entre guillemets moindres. Saint-Etienne, Le Havre, on le sait. Bon, il faut aussi considérer ceci, à quel point Lille va être impliquée. En tout cas, j'ai vu des sorties du LOSC
très convaincante. Très convaincante ces derniers temps. Je vais juste, parler, rapidement d'Angers parce que ce qui est intéressant, c'est qu'Angers a affronté des grosses équipes ces derniers temps, Monaco, Paris, entre autres et Nice. Je vais revenir, simplement sur, ce match-là contre Nice où ils ont marqué. Il y avait beaucoup, beaucoup de matchs à marquer. Ils avaient gagné 2-0 face à Montpellier. Ils ont marqué ici, face à Nice, même si bon, même si vous n'avez pas vu le match, vous le voyez un petit peu. Oui, Nice était bien au-dessus. Oui, Nice a eu beaucoup, beaucoup de situations. Mais voilà, toujours cette équipe d'Angers qui peut contrer, peut avoir beaucoup, beaucoup de qualité en attaque rapide et une attaque qui peut, j'allais te dire, marquer. Le Paul a marqué combien de buts cette saison avec Angers? Ouais, 7 buts. Il avait enchaîné un petit peu, il a marqué un doublé contre Montpellier, un doublé également contre Strasbourg, et ça, c'est assez fou, en Coupe de France, évidemment. Donc attention quand même, je pense que cette équipe d'Angers, évidemment, n'aura pas le ballon face au LOSC, va essayer de contrer à fond. Le LOSC peut quand même être une équipe qui peut compter sur un gros gardien, généralement Chevalier est important dans les gros moments. Il y a eu un match pour le LOSC qui a été très qualitatif, vraiment, contre Auxerre, qui est une équipe un peu compliquée à gérer, honnêtement, qui peut également bien contrer. Il y a eu un but CSC en fin de match. Grosso modo, beaucoup, beaucoup de qualité pour le LOSC, mais comme ce que j'aime beaucoup dire, cette équipe aimerait mieux terminer. Elle a marqué 3 buts, par exemple, contre l'Auxerre, mais vous savez très bien, si vous avez vu notamment le match LOSC-Auxerre, oui, le LOSC aurait pu vraiment marquer beaucoup plus. Je sais pas trop s'il y a eu. Qui a arrêté le plus gros cases ici? On va voir ça. Bah voilà, David, très très drôle. David, il met un doublé, mais il rate deux grosses occasions. Ismaili, il en rate une. Diakité, il en rate une. Akpom, il en rate également une. Donc ça peut être sur coup de pied arrêté, etc. Le LOSC reste une équipe avec un effectif de fou furieux, évidemment, que sur ce match-là. Comme Monaco, en fait, c'est la même, vraiment la même chose que j'ai dit. Pour Le Havre et Monaco, le LOSC est largement favori sur ce match-là, même si c'est à l'extérieur. Je vais quand même rappeler un truc. À domicile, voilà, bon, Angers, ça va pas. Ça va pas. 4 victoires seulement, c'est pas la folie furieuse et on le sait très 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 bien. Le LOSC est quand même une équipe qui a réussi à avoir des bons résultats à l'extérieur. Même si évidemment, c'est plutôt à la maison où le LOSC a eu la majorité de ses points. Donc, bien sûr que voilà, on peut toujours considérer extérieur, domicile, machin, mais d'un point de vue football, d'un point de vue individualité, d'un point de vue effectif, oui, le LOSC est supérieur à Angers sur tous les points. Angers a une vraie belle phase, d'ailleurs, j'en ai parlé sur la chaîne bah, il y a quelques semaines, mois de ça. J'étais très très convaincu par la période angevine, même séduisante. Voilà, je parlais du jeu, machin, c'était bien. Grosse crise, gros passage à vide. Je sais pas trop ce qui s'est passé parce que même au-delà des scores, très peu de créativité, très, très peu de choses proposées, très peu de possibilités. On sait que cette équipe est limitée, bien sûr. Ça va être très, très compliqué face au LOSC. Comme face au Havre, comme le Havre, Angers peut faire quelque chose uniquement si le LOSC ne prend pas trop au sérieux cette confrontation. Mentalement, ils sont un petit peu absents et s'il y a également beaucoup, beaucoup, beaucoup de réussite au niveau du gardien, ça me paraît évident. Ça va être quand même très, très dur pour les Angevins. Monaco, j'avais dit quoi? 75, 25? Le LOSC, je vais dire 70-30 sur ce match-là face aux Angevins. Road toute Ligue des Champions pour les Lillois et course au maintien pour les Angevins. Oui, 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 ce match est super particulier entre le Lens et Auxerre. Alors déjà, je pense que c'est, ouais, objectivement, je pense un des matchs les moins importants. Après, voilà, évidemment que les supporters de ce club-là vont regarder ce match-là, bien évidemment. Et je vous souhaite un excellent match, les gars, même si voilà, Auxerre est maintenu, je suis relativement OK avec ça. Et Lens, alors, on m'a dit, tu sais, Koro, si le PSG remporte la Coupe de France, la septième place, c'est qualificatif pour l'Europe. Si le PSG remporte la Coupe de France et la Ligue des Champions, la huitième place est qualificative pour l'Europe. Alors peut-être pour Lens, ce match-là a une importance. En tout cas, oui, je pense que sur ce match-là, entre Lens et Auxerre, on est tendance, plutôt probabilité de victoire pour les Lensois. Mais c'est un match compliqué parce que les derniers matchs de ces équipes-là, regardez, victoire, défaite, victoire, défaite, victoire pour les Lensois, avec une autre victoire avant contre Marseille et plein de défaites. Auxerre, bon, défaite, défaite, victoire, victoire nulle. Enfin, c'est très bizarre, c'est un peu inconstant, irrégulier, même si, ouais, en ce moment, c'est Auxerre qui a un peu plus de mal, je te dirais. Une équipe qui a peu marqué, alors qu'elle a une vraie capacité créative et offensive. Mais bon, à part depuis ce match-là, face à Marseille, ici contre Reims, un but, ok. Un seul but également, un but et un but. OK, un but par match pour les Auxerrois, au moins c'est OK. Même là, si c'est un CSC, je crois de mémoire, pour Auxerre contre le LOSC. Mais ouais, un Auxerre qui a des sorties un peu plus compliquées. Récemment, le match là qu'ils ont fait, notamment face au LOSC, très compliqué globalement. Une équipe qui essaie globalement d'agir en contre, avec, on sait, Perrin qui a été très, très qualitatif cette saison. Je sais même pas s'il est, ouais, au niveau des passes D, il a 8 ouais, 8 buts, 8 passes, mais au-delà de ça, niveau, créativité, niveau occasion créée par la passe, il est élite actuellement en Ligue 1, Perrin, on le sait très, très bien.
En fait, j'ai un feeling très particulier parce que le gros problème qu'on évoque pour, Lens, depuis, toujours, en fait, c'est cette capacité de terminer, cette capacité de finition. Alors, ils ont mis 3 buts, face à Brest. Alors, match qui était quand même particulier parce que dans un premier temps, Lesmelou marque, il y a quand même un but de Koyalipou rapidement, il égalise. Le gros tournant, ça a été évidemment, Ndiaye, qui prend un rouge avec un penalty. Heu, donc Lens est revenu et après c'est un match forcément beaucoup plus compliqué pour les Bressois, pardon. Je bégayais beaucoup, la vidéo est très tardive, je suis désolé. Vous, m'excuserez, merci à vous les gars. Donc à part ce match-là, mais il fallait le faire, hein, gagner quand même à Brest, c'est compliqué, le rouge a forcément aidé. Il y a quand même des matchs très bizarres, au niveau de la finition et le match qui illustre mieux, c'est celui-là contre Reims. Globalement, bah, Lens est beaucoup plus fort que Reims sur ce match-là. Lens tire quasiment 40 fois. Il y a 14 tirs cadrés, 14 les amis. Diouf, il te fait 14 arrêts. Alors oui, on peut féliciter Diouf, il y a pas de problème là-dessus, mais à un moment, il faut aussi se dire 14 arrêts, tu as un problème de finition, clairement et c'est ce qui manque le plus, dans cette équipe de Lens. Alors que Yalipou a pu marquer combien de buts il a marqué depuis qu'il est là? Voilà, il a marqué 2 buts, sur les 3 derniers matchs, c'est OK. Dans l'absolu, je te dirais c'est Lens, sur ce match-là, OK? Ah, j'ai un feeling nul. J'ai encore une fois un feeling nul. S'il y a pas de rouge, machin ou quoi, je me fie sur les derniers matchs. En fait, pour moi, il faut vraiment voir la vision d'Auxerre, de Lens. Parce qu'Auxerre, on sait, se déplace pas très bien à l'extérieur. Il y a, voilà, c'est dernier parmi les derniers à l'extérieur. 3 nuls, 3 victoires. Lens, c'est quand même une équipe qui reçoit pas très bien cette saison très, paradoxal qu'on connaît la qualité de Bollaert. 7 défaites quand même à la maison, donc c'est beaucoup. Les derniers matchs d'Auxerre, ça a toujours été une question de finition ou non. Il y a eu beaucoup de défaites. Si on se souvient de la période de crise, 1-0, réalisme extrême côté de ton gardien et tu as eu un tir, un but pour le coup. Là, c'était également, je pense, du réalisme. Face au LOSC, tu avais une période où tu n'as quasiment rien fait, je crois de mémoire. Face à Reims, ultra, aucun réalisme. Donc c'est compliqué, même si voilà, Auxerre n'est clairement pas au mieux. Dans les faits, je pense que oui, Lens peut l'emporter. Mais je vais dire un match nul, peut-être un peu frustrant pour les 2 clubs, surtout pour Lens. Vous me dites, je sais pas, j'ai pas un méga feeling ici. C'est un match, en vrai, j'allais te dire la qualité individuelle, elle est côté lensoise, mais la qualité, si on ça se base sur ce que je pense, c'est-à-dire un Lens qui va plutôt essayer de faire le jeu un petit peu et un Auxerre qui va surtout contrer, peut-être que ça peut faire basculer un petit peu la balance pour Auxerre, parce que toujours Perrin et qui peut balancer et ça peut créer des différences importantes. On verra bien les gars. Je vais dire un match nul ici pour le Lens-Auxerre. Ah là 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 là, le match de la déprime ou quoi les gars? Bah, bien évidemment le match de la déprime pour les Montpelliérains, pas forcément pour les Rémois qui vivent, des périodes un peu meilleures, hein. Je pense que vous êtes heureux, n'hésitez pas à faire, un petit peu vos témoignages amis Rémois. Un témoignage qui sera sûrement meilleur que ceux de Montpellier parce que Reims, était avec Montpellier il y a encore un mois de cela je pense, bah, la pire équipe de Ligue 1 de France même peut-être. Ouais, la dernière victoire en Ligue 1, elle remontait, au Havre et avant ça, c'était face à Montpellier, le fameux 4-2. Après que des défaites, bon, une victoire en Coupe de France, certes, des qualifications en Coupe de France et tout a changé depuis cette victoire contre Marseille. La mentalité, est revenue, j'allais dire, mais la confiance surtout, la confiance est revenue. Tu as été qualifié en finale de Coupe de France. Tu as perdu contre Strasbourg. Strasbourg qui, on le sait, est très en forme, mais tu as eu, surtout du mal, derrière et tu n'as pas mis le bus. Je pense que Reims est plutôt bon, en fait, dans cette idée de défendre au bas, essayer de contrer et pour le coup, voilà un match, qu'on a quand même vu, face à Lens où Diouf a été légendaire. Diouf est le meilleur gardien de France probablement sur, cette fin de saison et même sur la saison complète avec, Petrovic de Strasbourg justement. Si on considère les gardiens qui ont sauvé le plus de points pour leur équipe, alors oui, Diouf, c'est le meilleur avec Petrovic sur la saison complète. Et il y a eu une victoire, face à Toulouse, remportée avec très peu de choses. Preuve quand même que le réalisme est un petit peu revenu. C'est clairement pas le Reims de la transcendance maintenant, voilà les gars, c'est est-ce que je dois développer, s'il vous plaît, Montpellier? C'est dramatique. Alors, est-ce qu'ils sont officiellement, relégués? Ouais, non? Bref, 12 points, ils sont pas officiellement relégués. Mais honnêtement, les gars, il y a 0,0001 chance, qu'ils se maintiennent à ce stade-là, on le sait très bien. Pour que Montpellier se maintienne, il faut qu'ils remportent leurs 4 derniers matchs et il faut que Le Havre et Saint-Étienne perdent leurs 4 derniers matchs. En considérant également que le goal average doit être positif pour les Montpellier. Bon, en gros, c'est impossible. Les gars, ce match-là m'emballe réellement pas du tout. Ça va être important surtout pour Reims. Reims, je les voyais, pourquoi pas faire encore un sale coup, un sale coup à Toulouse et gagner contre Toulouse. Ils l'ont finalement fait 1-0. On va parler de Toulouse juste après. Est-ce que Montpellier va encore perdre? Montpellier, ils ont combien de défaites de suite là? Qu'est-ce que Asaïs? Ouh là 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 là! Ouh là 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 là! 1-2-3-4-5-6-7-8.
9, 10, 11. 11 défaites de suite pour Montpellier. À domicile, évidemment, c'est très compliqué, Montpellier. Reims a eu plus de points à l'extérieur, c'est à noter. Les gars, j'ai envie de dire nul. J'ai envie de dire nul, mais bon. Un Montpellier qui n'avait pas marqué depuis longtemps, cela dit, voilà, si on peut dire quand même un truc positif. Ils ont marqué contre Marseille. Ok, bon, un match où ils ont évidemment été dépassés, hein. En première, c'était pas la folie hein, pour les Marseillais notamment, mais en seconde, c'était évidemment bien meilleur et beaucoup plus compliqué pour Montpellier, qui en fait a des préceptes intéressants. Il y a des jeunes qui vont être lancés. Papus Camara, il va être là aussi pour bâtir pour l'avenir. Mais voilà, une équipe qui a trop de manque, qui est dépassée. Reims n'est pas transcendant et il pourrait y avoir une méga surprise, honnêtement. Pourquoi pas enfin, méga surprise. Disons, est-ce que Montpellier peut se gagner? Oui, Montpellier peut gagner. Les gars, je pense que la crise, elle est trop forte. Je suis clairement pas le plus confiant, mais je pense que Reims doit faire le taf. Dans l'absolu, je dirais match nul. La victoire de Montpellier, c'est un des matchs où je peux le plus croire à une victoire de Montpellier, malgré la dynamique cataclysmique. Victoire de Reims quand même. Allez, à 60-40, on va dire. Force à vous, Montpellier Reims. Si vous êtes fan de Montpellier, force à vous. Pensez à la Ligue 2, pensez à comment remonter. Papus va lancer des jeunes, clairement. Et Reims, s'il remporte ce match-là, je pense que c'est aussi ça qui va motiver à fond les Montpellierins, les Rémois, pardon. T'as 32 points, tu gagnes contre Montpellier, t'as 35. Tu prends une vraie belle option pour le maintien, très honnêtement. Nous allons dire ici Reims victoire à 60-40 face à Montpellier à l'extérieur. Eh bien, vous savez quoi? Ce match est super intéressant. Pourquoi? Parce que Nantes et Toulouse, c'est deux équipes où je pense que les supporters, on va avoir cette lecture suivante. Je suis déçu de ma saison. Je suis un peu triste parce que je pense qu'on méritait mieux et je pense qu'on aurait pu faire mieux. Et je vous rejoins totalement. Sans suivre votre club aussi bien que vous, aujourd'hui, Toulouse et Nantes sont des positions compliquées et bizarres. Nantes est comme un peu on puisse s'y attendre ces dernières saisons, je vous le maintiens, mais une équipe qui vraiment, et on l'a vu notamment contre les gros cette saison, ça sort d'ailleurs face à un match du PSG, où c'est un Nantes qui est convaincant. Alors ok, on me dira oui, mais quand on regarde le PSG, ils jouaient pas à fond. Ok les gars, mais considérons aussi le travail de l'adversaire. Nantes, ça défendait bien, ça ressortait proprement les ballons. Il y avait quelques situations. Ils auraient même pu battre le PSG. Un PSG qui, voilà, clairement, était trop dans la gestion et on sait qu'il a baissé en rythme, on le sait très bien. Mais qui a eu des matchs, Nantes, face à Marseille, face à Lyon, même, je pense, cette saison, face à des gros clubs qualitatifs. Mais le problème de Nantes, la motivation, la constance, la régularité. C'est assez compliqué. Ça, c'est dommage pour eux. Et Toulouse, bah, Toulouse, c'est l'histoire du siècle. Toulouse, ce qui est affreux pour eux, c'est que je pense qu'à l'instant T, c'est, sur les 5-6 derniers matchs, l'équipe, la dernière de France, la dernière équipe de France, avec, Montpellier probablement. Une série, catastrophique, catastrophique. Que se passe-t-il pour Toulouse? Que se passe-t-il? Alors c'est une saison en demi-teinte parce qu'il y a eu des bonnes victoires, il y a eu une bonne remontée, c'était pas très loin de l'Europe à un moment les Toulousains. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que Toulouse était pas loin de l'Europe, pas forcément par rapport à une série de victoires exceptionnelles et cetera. Parce qu'aussi devant, ça suivait pas, il y avait beaucoup d'inconstance. Dans les faits, est-ce que Toulouse a eu des séries de grandes, grandes victoires cette saison? Bon, voilà, ici on a octobre-novembre, on a une victoire, 2 victoires, 3 victoires, OK. 4 victoires ici, ça a quand même enchaîné, il y a eu des bonnes victoires. Quand même beaucoup de matchs sont remportés. Regardez ici, janvier-février, pas grand-chose. 2 victoires, face au Havre, et face à Angers. Mais c'est ça le gros problème, c'est que là, depuis le 7 mars, on a quoi? Nul donc, défaite, 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 défaite et défaite. Bon et en fait, au-delà de ça, Toulouse, c'est quel est le match en vrai qui illustre mieux vis-à-vis de tout ça? Ouais, Brest peut-être. Enfin, mais en fait, le truc, c'est que Toulouse, c'est une équipe qui n'a tellement pas de réalisme. C'est affreux parce que je répète toujours la même chose. Je pense que d'un point de vue, compact, d'un point de vue, solidité, d'un point de vue pas forcément créativité, ni technicité, ni rien, mais équipe cohérente, une équipe soudée, solide. En vrai, Toulouse n'est clairement pas parmi les pires, mais pas d'attaquant, pas de buteur et un gardien aux fraises. Alors Rest, on l'aime beaucoup Rest. Moi, j'aime bien Rest. Ouais, Rest, il avait fait un début de saison catastrophique. Catastrophique, hein, vraiment, j'insiste là-dessus. Il est bien revenu. Franchement, il est vraiment bien revenu. Mais là, il te fait des dernières sorties calamiteuses. Je suis désolé, hein, pour ceux qui aiment beaucoup, Rest, encore une fois, je l'aime bien. Mais il fait, des dernières sorties extrêmement compliquées, Rest. Sa défense, pour moi, peut vraiment bien défendre, surtout par beaucoup de moments. Sidibé, a fait une très grosse saison, notamment. Mackenzie, en plus, a pris un rouge et sera absent face à Nantes. Et ben, vous savez quoi? Nantes, qui à la maison a chopé 17 points avec 4 victoires, 5 nuls. Toulouse à l'extérieur qui est, meilleur qu'au Stadium factuellement, mais bon, ils ont gagné que 5 fois, ils ont perdu 7 fois.
Vous savez quoi? C'est typiquement le genre de match où je peux dire un nul. D'ailleurs, ce qui est très, très drôle, regardez, je j'ai remarqué ça tout à l'heure. Toulouse a pris 4 buts face à Brest. Ils ont pris 3 face à Marseille, 2 face à Lille et un seul face à Reims. Peut-être que Toulouse va prendre 0 but, on ne sait pas. Ou peut-être qu'on va repartir à 4. Bon bref, on verra bien. Mais de ce que je vois de Nantes, qui a vraiment cette, notion de maintien extrêmement importante, qui veulent, essayer de chercher. D'ailleurs, ce qui est dingue, c'est que Toulouse, avec 34 points, peut être dans cette optique de maintien. C'est pas possible. Comment Toulouse peut être avec 14 défaites et 34 points? Oh, c'est waouh, waouh, waouh. Je pense qu'on s'en souviendra comme, cette saison de Toulouse comme une sous-performance assez énormissime et c'est la leçon ultime du football, le réalisme glacial que tu dois avoir. Les dernières sorties de Nantes, pour moi, elles sont, j'allais dire convaincantes. Elles montrent une équipe qui est en réussite. Contre Lens, il y avait évidemment de la réussite. Contre le LOSC, on s'en souvient bien, il faut ça. Des matchs également où ça n'allait pas face au Havre. Par exemple, quand tu vas à Nice où Lopez il te fait autant d'arrêts et au final tu gagnes 2-1 parce que tu es très clean devant, bah, c'est OK. Tu, perds, contre Rennes où tu as été quand même en dessous. Face au PSG, comme on l'a dit, tu as été bien sûr dominé, mais dans les moments que tu as eus, tu as été plutôt pertinent. On sait que tu as toujours ce danger Moses Simon et Ablin, clairement qui peut être très problématique, pour les adversaires. La semaine dernière, je te disais Reims-Toulouse, une victoire de Reims. J'avais un mauvais feeling pour Toulouse. J'ai un mauvais feeling pour Toulouse, quoi. Est-ce que Nantes va le faire? En vrai, les gars, moi, mon cerveau me dit nul. Mon cerveau me dit nul, mais vous savez quoi? Parce que parfois, tu fais des saisons cataclysmiques sur la fin et que tu perds tout. Et si Toulouse reperdait? C'est fou, les gars, c'est fou. Mais et si Toulouse reperdait 6e, 7e défaite de suite, je sais pas, sur un petit score, peut-être 1-0 ou 2-0? Je vais dire victoire de Nantes. Bon, évidemment, 55-45. Je prends peut-être un peu de risque, mais bah, Toulouse va pas bien. Toulouse va vraiment pas bien et n'a pas de réalisme. Nantes qui peut en avoir un peu plus, clairement, et ça s'est vu, même face au PSG. On va dire Nantes, victoire ici, nous verrons bien. Très bon match à vous en tout cas les gars, match qui est vraiment important pour le maintien. Et enfin pour conclure cette vidéo mes chers amis, j'espère vraiment que vous allez bien. Longue vidéo, mais on termine par un exquis Marseille-Brest. Très, 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 très intéressant. Pourquoi? Parce que alors bien sûr qu'au niveau du classement, c'est un match surtout important pour Marseille qui, est quand même 2e. C'est fou de se dire avec toutes les défaites, assez, folles qu'a pu avoir Marseille, ils sont toujours 2e. La résilience et je suis désolé pour le micro les gars. Un match face à Montpellier qui fut, je sais pas trop s'il a rassuré les Marseillais, n'hésitez pas à me dire. J'ai fait le débrief, de ce match-là. Qu'est-ce qu'on m'avait dit? On m'avait dit: «Oui, j'ai pas été le plus emballé notamment pour la première, mais allez, quand même OK, tu prends cette bonne victoire». Mais c'est pas le plus rassurant. Je pense que c'était ce qui était revenu, au mieux. Ouais, dans les faits, première période pas si folle, hein, des Marseillais, où ils étaient quand même, au-dessus, hein. Clairement, il y avait quasiment aucun danger côté, Montpellier. Par contre, ils ont fait une seconde période de meilleur niveau et en bon, on sait évidemment un Montpellier qui ne va pas bien. Mais le gros problème de cette équipe de Marseille, je te dirais inconstance, peut-être, fébrilité émotionnelle en ce moment. On sait qu'il y a eu, une sorte de mise au vert, de ce que j'ai compris, en Italie, pour les hommes de Zerbi, de préparer ces derniers matchs. Parce que oui, les 4 derniers matchs pour Marseille sont infiniment cruciaux. Tu as 2 matchs au Vélodrome que tu dois absolument remporter et tu as, 2 déplacements, un compliqué face au Havre et un hautement, hautement compliqué, face à Lille. Je n'ai même pas besoin de vous l'expliquer. Mais voilà vraiment ce que je voulais dire vis-à-vis de cette équipe de l'OM et ce que je répète ces dernières semaines, malgré les défaites, où je suis d'accord, il y a eu des défaites honteuses pour Marseille qui n'ont pas lieu d'être. On le sait très bien, on en a parlé, on en a même reparlé en live quand vous me posiez des questions. Je pense notamment à Auxerre, et cetera. Il y a des défaites qui ne vont pas bien. Mais par exemple, vous prenez, allez, Monaco-Marseille. Bah, je suis désolé, on va me dire: «Ouais, mais regarde Koro, il y a eu 3-0, Monaco était au-dessus, alors il y a eu un péno». Bah, je suis désolé les gars, revoyez ce match-là, il y a 15-20 premières minutes de l'OM qui sont vraiment bonnes. Il y a des séquences relativement intéressantes, même en fin de première. Mais voilà, beaucoup moins de réalisme dans cette OM-là vis-à-vis du début de saison, c'est vrai, des performances, notamment individuelles, beaucoup moindres, notamment Luis Enrique qui rate des trucs de fou. Il faut saisir les choses. Bon, maintenant en fait, ce qui est compliqué, pour ce Marseille-Brest, c'est que Brest déjà de 1, la motivation, est-ce qu'elle est là? Vous me dites encore une fois, hein, je sais qu'il y a quand même des Brestois évidemment qui me suivent. Brest, a une grosse, grosse communauté sur la chaîne, les Marseillais aussi évidemment. Brest avec 44 points, bah, c'est allez, on me dira peut-être que la 8e place peut être qualificative en Ligue des Champions, enfin en Europe si le PSG remporte la Coupe de France et la Ligue des Champions. OK, ouais, OK, bon, dans les faits, je suis pas sûr que c'est le match qui va le plus emballer Brest, si ce n'est de jouer contre l'OM. Quand tu joues des grosses équipes, forcément, tu es emballé. Ça, c'est normal, surtout dans des ambiances qui sont importantes. Bon et à noter, je pense que ça va forcément peser. Tu as des absences, bon, tu as notamment Bizotte. Tu as Bizotte qui sera suspendu.
C'est problématique. Bizot est quand même un gardien qui a fait beaucoup de bien aux amis brestois. Normalement, il y aura pas trop d'absence côté, OM, à part évidemment Balerdi. Je pense pas qu'il sera de retour pour ce match-là. Un match, très malheureux, hein, pour les Brestois contre Lens, hein. Ils ont ça fait mal, hein, les gars. Je sais pas vous en pensez quoi de ce rouge, sur, Ndiaye? En fait, en même temps, j'ai l'impression qu'il y a rouge, mais en même temps, j'ai l'impression que le ballon rebondit, sur sa main. Enfin très, encore une fois, vous connaissez l'arbitrage, on en a parlé plein de fois. C'était, très, très chaud, donc match, voilà, forcément très, très compliqué à partir du moment où il y a eu un rouge. Brest a pu exister. Un match aussi malheureux face à Saint-Étienne où tu mènes au score et cetera. Donc c'est un Brest peut-être un peu poussif, qui reste quand même une bonne équipe, qui a beaucoup de verticalité, surtout une équipe très, très directe avec des passeurs et tout. Il y a pas de problème. Bizot sera absent, à minima pour moi ça c'est un vrai argument et Marseille doit absolument gagner des points, surtout avant le LOSC. Je suis pas le plus confiant, clairement, vis-à-vis des dernières, pas non pas prestations de l'OM, mais heu, des derniers résultats, même vis-à-vis de l'attitude mentale. Est-ce que mentalement, cette équipe, elle est impliquée à 2000? Est-ce qu'il y a pas aussi peut-être une crise de confiance pour certains? Ouais. Je suis pas le plus confiant, donc je vais pas mettre l'OM ici à 80 ou quoi. Je vais les mettre quand même victorieux à 60-40, je te dirais. Un truc, ouais, peut-être un truc comme ça, 60-40 pour ce match-là. Même si attention, on sait que Brest est une équipe plutôt joueuse. On sait que Brest n'aime pas particulièrement fermer le jeu. Peut-être qu'ils le feront sur ce match-là. Et on sait que Marseille, s'ils ont beaucoup, beaucoup de mal face au bloc bas, par contre, et ça, je suis désolé, c'est une vérité. Regardez encore une fois ces matchs. Marseille, quand il y a quand même du jeu qui s'ouvre, quand il y a des espaces à l'exploiter, quand il y a de la vitesse, etc. à prendre, c'est quand même beaucoup plus satisfaisant. Je sais pas à quel point c'est bon, mais il peut y avoir beaucoup, beaucoup de situations. D'ailleurs, face à Montpellier, quand il y avait quelques brèches, on a vu, beaucoup de situations pour les Marseillais. Bah, d'ailleurs, ce qui est très, très drôle et je terminerai, sur ça, le tout premier match peut-être de la saison, je sais pas, peut-être pas le tout, tout premier, mais un des, tout premiers de la saison pour Brest et pour l'OM, bah, en fait, si, c'était le tout premier. Bah, c'est un match qui a plutôt réussi à l'OM, même si évidemment il y avait 2 penaltys, mais surtout, en fait, au niveau de la physionomie de jeu, il y avait beaucoup d'occasions des deux côtés. Brest avait marqué, avait eu des situations, parce que c'était un match plutôt ouvert, avec 50-50 de possession. Si dans ce match-là, au Vélodrome, il y a une possession relativement équivalente, pour moi, on partirait plus avantage Marseille, parce que trop de qualité offensive pour attaquer les espaces, les contres, etc. Par contre, on sait que la défense de Marseille est friable, clairement. Avec sans Balerdi en plus, ça va être compliqué. Sans Bizot, ça va être évidemment, enfin, sans un Rouli, je veux dire, qui est autant impérial qu'en début de saison, ça peut être également compliqué. Peut-être un match avec beaucoup de buts, ça serait beau quand même pour le football. On verra bien les gars, mais je vais dire, Marseille ici à 60-40 pour, le dernier match de cette 31e journée. Et voilà les gars, des vidéos de plus en plus longues, plus on approche de la fin de saison, plus les vidéos elles font, des milliards d'heures. On en profite, c'est bientôt la fin. Vous me dites un petit peu quel est votre feeling, bah, vis-à-vis de cette journée-là, très, très, très cruciale. Je sais même pas avec les résultats que j'ai mis là, quel genre de classement ça va faire. J'ai mis Lyon vainqueur, Marseille vainqueur, OK, PSG, Strasbourg, Monaco, Lille. OK, j'ai mis à peu près les gros, vainqueurs sauf Nice. Ouais, sauf Nice, du coup, qui serait un peu le perdant ici. Et côté maintien, j'ai mis Nantes, qui pourrait faire la bonne opération avec Reims. OK, on verra bien, les gars. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Très, très bon week-end à vous. Profitez bien. Il y a du très beau football ce week-end, au-delà du foot français. C'était Coro et la paix sur vous.